Ce soir, nous sommes sur le thème du rêve. Donc aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de rêve et d'audace. Est-ce que, avant d'entrer dans le cœur du sujet, une question peut-être plus personnelle concernant, qu'est-ce qui fait de vous, Monsieur Manouzo, un dirigeant audacieux? Moi, je dirais que l'audace, c'est de refuser le statu quo. C'est de remettre en cause tout le temps, essayer de progresser tout le temps et avoir l'audace de jamais s'asseoir, continuer à avancer tout le temps. Et moi, je ne m'assois pas beaucoup. J'aime bien que ça avance. Donc, c'est l'audace de continuer à avancer envers et malgré tout. Donc, on entend que c'est l'audace du mouvement, l'audace de la mise en action. Exactement. Oui, d'accord. Au mois de septembre, vous allez fêter vos 25 ans de carrière au sein du groupe Ortec. Alors, je ne doute pas que tout le monde ici, les Aixois, connaissent très bien le groupe Ortec, mais pour ceux qui ne sont pas Aixois, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques chiffres l'immensité du groupe Ortec, s'il vous plaît? Le groupe Ortec, c'est, on va dire, 1,4 milliard de chiffre d'affaires, 14 000 collaborateurs. On est présent dans 27 pays, je crois, et encore, on a des ouvertures qui sont prévues bientôt. Mais quand je dis diversité, c'est diversité des présences géographiques. Donc, on est présent sur 4 grandes plaques géographiques, la France et l'Europe, l'Asie avec en particulier une grosse présence en Inde, de nombreux pays africains, et puis plus récemment, au travers de différentes croissances externes, on s'est développé en Amérique du Nord et en particulier on a des équipes nombreuses au Canada. Donc 4 grandes plaques géographiques, 3 grandes familles de métiers, donc les métiers qui touchent à l'ingénierie, c'est-à-dire tout ce qui est conception, d'installation, mais aussi ingénierie autour de la documentation, de la donnée. Tout ce qui touche à la construction des unités, donc les travaux, essentiellement les travaux de métallurgie, en électricité aussi. Et puis tout ce qui touche à la maintenance et à l'assistance à l'exploitation, et j'y mets dedans les métiers de l'environnement, de la gestion des déchets. Donc voilà, on peut aider à concevoir, aider à construire et aider à maintenir. Et ce depuis 30 ans maintenant, donc ça fait partie des grands chiffres qui définissent le groupe. Donc c'est un groupe indépendant, régional, et dont le siège est basé à Aix-en-Provence. Absolument inquiétant. Pour nous, les dirigeants du pays d'Aix, qui est un exemple, et c'est une entreprise qu'on regarde avec beaucoup de respect, et qui nous fait parfois assez rêver dans nos développements. Et on a eu la chance de rencontrer un des fondateurs, M. Enodi, qui nous a partagé cette aventure folle. Ouais. Une belle histoire. Une belle histoire d'associés, de famille. Il y a quelques années, le groupe Ortec a envoyé sur les réseaux sociaux une campagne de recrutement. Et j'ai le souvenir qu'on y voyait cet homme face à la montagne, une très très belle image, et avec en commentaire en dessous, à tout moment, tu es libre de changer d'idée et de choisir un futur différent. J'ai vraiment l'impression que cette campagne de recrutement, elle est exactement sur le sujet que vous portez aujourd'hui en RSE. Tout à fait. Alors, la campagne de recrutement, elle était aussi basée sur la diversité de nos activités et sur cette idée qu'on peut avoir plusieurs vies au sein du groupe. Et vous disiez que ça fait 25 ans que j'y suis, donc 25 ans, j'ai dû faire au moins une dizaine de jobs différents. Donc on peut rester dans la même boîte et avoir 10 boulots différents. Et sur ce côté liberté d'action, ça reprend un peu cette audace dont je parlais en début d'interview. L'idée, effectivement, c'est que chez Ortec, on a cette volonté d'être libre des modes, mais en même temps à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et ça résume assez bien notre stratégie RSE. C'est-à-dire qu'on l'a basé sur un historique fort de valeurs historiques, avec une grosse attention sur la sécurité des salariés, sur la formation des salariés aussi. Donc en gros, un groupe avec un socle de valeurs sociales très importantes, auquel on a rajouté ces dernières années des plans ambitieux en termes de préservation du climat. Donc on sait aujourd'hui calculer l'impact carbone de toutes nos activités, de toutes nos agences. Donc on a lancé un plan très, très ambitieux, et c'était plutôt audacieux. Et ça, c'était sur notre impact climatique, et donc quelque part, c'est un pilier important de notre stratégie RSE. Mais en termes d'audace, je pense que ce qu'on a fait peut-être de plus fort et qui est assez significatif, c'est autour de la transition énergétique. C'est un des thèmes de notre échange aujourd'hui. On a 1500 poids lourds à peu près chez Ortec, et on sait qu'on va devoir décarboner notre flotte. Bien sûr, cette flotte, elle a un impact. Donc pour l'instant, on en a passé une bonne partie en biocarburant,
ça ne va pas forcément durer. Donc on s'est dit qu'on va électrifier notre flotte. Électrifier une flotte de poids lourds, ça veut dire de gros moyens, de grosses infrastructures en termes de recharge, de gros investissements. Et donc là, l'audace, ça a consisté à faire cette analyse et à se dire cet investissement, on va le partager avec d'autres confrères dans les zones industrielles. Et donc, le groupe Ortec ouvre un réseau de stations de recharge dédiées aux flottes d'entreprises. Ça s'appelle OREV et la première station va ouvrir cet été. Donc, vous voyez, si vous voulez, d'une contrainte, on a fait une opportunité business et c'est assez audacieux. Du coup, on transforme, on crée un nouveau métier dans le groupe et on se dit, on va devenir offreur de solutions à ceux qui ont la même problématique que nous, à savoir devoir électrifier sa flotte d'entreprise, mais sans avoir pour autant la capacité, chacun, à investir dans ces bornes de recharge ultra rapides qui seront nécessaires. Donc voilà, ça c'est une illustration de l'audace du groupe. On s'adapte à une nouvelle contrainte, on en fait une opportunité et le tout, on le raccroche à notre socle de valeur RSE. Et vous en proposez un nouveau service et on propose un nouveau service. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu la transformation qu'on est en train de vivre. On est un groupe de services industriels, vous l'avez compris. Donc l'idée, c'est que de plus en plus de ces services soient contributeurs et qu'on puisse contribuer à la performance durable de nos clients. Donc on a toujours bossé dans différents secteurs industriels, y compris dans l'oil and gas d'ailleurs, c'est un vrai sujet. On continue à bosser dans l'oil and gas, mais on le fait peut-être de manière plus responsable que d'autres. Mais en même temps, on prépare à la transition et on aide différentes entreprises à être plus vertueux, à aller vers une industrie plus durable, plus acceptable pour l'avenir. Donc ça, c'est un peu l'audace, un peu le rêve. Ça serait qu'on transforme une très grande partie de nos services en services dédiés à la performance durable. Toutes ces conduites de changement, ces nouveaux modes de fonctionnement ont un impact sur l'utilisation et sur... Est-ce que vous sentez qu'il y a des freins de vos collaborateurs à devoir modifier leurs usages ? Alors, quand on a lancé notre plan climat, on s'attendait à des gros freins. Pas du tout. En fait, on a compris que les collaborateurs attendaient ça plutôt. Une très bonne appropriation des sujets. Donc ça marche plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que s'il y a des freins, il y a des freins budgétaires, bien sûr. C'est cher, il faut que nos clients l'entendent. Ça demande un financement, ça doit s'étaler dans le temps, c'est pas instantané. Donc il y a quelques freins de ce côté-là. Toutes les technologies ne sont pas dispo. Mais au niveau de nos collaborateurs, très peu. Ils sont plutôt curieux. Et je dirais même en termes d'embauche, vous parliez de campagne de recrutement tout à l'heure. En termes d'embauche, c'est un vrai atout d'avoir une campagne RSE forte et sincère surtout. Sincère dans le sens où pas de... Voilà, on n'est pas là, d'abord on n'est pas coté en bourse. On le prononce le gros mot, est-ce qu'on le prononce le gros mot, le green bashing, vous voyez ? Oui, non, alors nous, on n'a pas besoin d'en faire. On a la chance de ne pas avoir besoin d'en faire. Ouais. C'est vrai. Suffisamment de sujets. Voilà, on a suffisamment de sujets. Et puis on a la chance aussi d'avoir une histoire qui parle pour nous quand même en termes de valeurs sociales. Donc, alors on n'est jamais inattaquable, mais on est quand même assez serein sur ces sujets-là. Les freins que vous rencontrez, vous avez tout à l'heure évoqué le fait que vous étiez présent dans de nombreux pays, avec des pays culturellement, légalement, juridiquement très différents. Y a-t-il en fonction des continents ou des pays des politiques de transition énergétique que vous souhaiteriez déployer, que vous n'arrivez pas à déployer pour des questions culturelles, réglementaires, juridiques ? Alors, il n'y a pas de politique qu'on n'arrive pas à déployer. En fait, il y a un socle qui est notre politique RSE générale. Et après, il y a des plans d'action par grande plaque géographique. Donc, les plans d'action sont adaptés et on les a adaptés aussi en fonction des prévisions du GIEC sur la zone géographique en question. Il y a des zones où il va faire plus chaud, il y a des zones où il va plus pleuvoir, des zones où il va moins pleuvoir. Donc, tout ça, on l'a étudié et on essaie d'avoir des plans d'action adaptés en fonction des enjeux de chaque grande plaque géographique, en fonction du point de départ en termes culturels, en termes d'information des salariés, sur toutes les plaques géographiques. Tout le monde ne part pas du même niveau de compétences et de connaissances, de la même sensibilité. Donc on a adapté, en gros, avec 4 grandes familles de plans d'action. Et par contre, un seul outil de collecte qui remonte toute la donnée. Donc l'outil est commun, la stratégie est commune, les plans d'action détaillés par zone géographique sont différenciés.
On va parler de dirigeant à dirigeant, de chef d'entreprise à comptable, expert comptable. Est-ce que développer une politique RSE, ça rapporte ou ça coûte? Ça coûte et ça rapportera. C'est un pari, c'est vous? Ouais, c'est un pari. Alors, ce sont des investissements qui, pour la plupart, amènent à, bien sûr, des dépenses instantanées. Mais si je veux prendre pour exemple tout ce qu'on a pu faire en termes de réduction de notre consommation d'énergie, bien sûr, ça nous a coûté cher. Ceci étant dit, notre électricité, elle nous aurait coûté encore plus cher si on n'avait pas mené ces actions. Parce qu'il ne faut pas forcément raisonner à données constantes. On sait que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Donc, à l'instant T, on a l'impression de faire certains choix technologiques pas forcément rentables. Sauf qu'en réalité, les coûts de l'énergie vont plus vite que ce qu'on estime. On a mis en place de la géothermie sur certaines de nos implantations. Quand on l'a fait par conviction. Aujourd'hui, on le referait par calcul même purement économique. C'est-à-dire qu'il y a des choix que l'on fait, on s'est rendu compte qu'ils sont devenus vertueux d'un point de vue économique, simplement parce que les coûts de l'énergie ont tellement augmenté ces dernières années que ces choix-là, il faut tout le temps les remettre en question. Donc, je pense que globalement, oui, ça coûte. Ça coûte en énergie, il faut surtout être convaincu qu'on le fait pour de bonnes raisons. Par contre, ça rapporte en attractivité. On est un groupe de services industriels. Un de nos freins à la croissance, c'est clair, c'est notre capacité à recruter des gens et avoir une politique RSE sincère, vraiment déployée sur tous les territoires et qui couvre tous les champs d'application. C'est un vrai facteur d'attractivité. C'est aussi un facteur de fidélisation, c'est-à-dire que les salariés, s'ils se sentent bien, s'ils se sentent en adéquation avec les valeurs que porte l'entreprise, ils restent quand même plus longtemps. Donc ça aussi, c'est je pense, un élément à prendre en considération dans l'équation. D'ailleurs, vous me partagez lors de votre arrivée, nous avons discuté 5 minutes avant le début de cet entretien, et vous me partagez que vous étiez, pour la grande majorité du CODIR, de la direction, entre 15 et 25 ans d'ancienneté chez Ortec. Oui, Donc, alors où vous êtes tous avec une grande appétence pour la souffrance, où vous y êtes vraiment très bien? Je ne répondrai pas à la première partie de la question, mais non, globalement, voilà, on a une diversité de métiers, on a des valeurs sociales importantes, on fait beaucoup de choses en termes de handicap, en termes de solidarité, on a des actions fortes pour aider sur la recherche sur le cancer. Enfin, il y a plein de sujets de fond qui sont réellement portés par la direction et qui se retrouvent dans les agences, dans les départements, dans les services du groupe, qui font que, oui, il y a de quoi se raconter, se construire une belle histoire au sein du groupe avec une diversité de métiers, diversité de pays. On peut travailler en Europe, on peut travailler en Afrique, on peut travailler en Asie, on peut maintenant travailler en Amérique. Donc, il y a de quoi avoir de belles carrières sur des métiers diversifiés et on peut passer de l'un à l'autre. Donc, je pense que les gens s'y retrouvent assez naturellement. Quand on regarde la manière dont le groupe Ortec, donc j'imagine vous en tant que directeur et responsable RSE, porte cette politique en termes de communication, j'ai trouvé que les mots étaient très forts et très impactants. C'est-à-dire que vous parlez d'enjeux sociaux, évidemment, de sociétaux, environnementaux, et que vous vous inscrivez dans une stratégie de développement responsable, mais que vous parlez de 7 piliers. Est-ce que vous souhaitez que je les cite ou... Allez-y. J'ai ma petite liste. On va voir si vous avez... Alors, la sécurité, l'innovation, la compétence et l'engagement des équipes, la solidarité, la maîtrise et la conformité, le respect de l'environnement et l'efficacité. Et quand j'ai lu ça, moi qui ai un travail dans l'humain et dans les relations humaines, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur votre volet, la compétence de l'engagement des équipes, la compétence et l'engagement des équipes, et la solidarité. Quand vous parlez de solidarité, est-ce que c'est par rapport à vos équipes, par rapport à un territoire, par rapport... Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la solidarité essentiellement de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Donc, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un fonds qui s'appelle Eau Solidaire, comme Ortec Solidaire, qui aide chacun de nos salariés en grande difficulté. C'est-à-dire qu'on a 2 assistantes sociales qui sont à disposition des salariés. Donc un salarié qui est en difficulté, un ou une salariée qui est en difficulté, peut faire appel à ces assistantes sociales. Elles vont essayer de trouver toutes les aides possibles, souvent des aides financières ou en termes d'organisation du travail, pour sortir de la difficulté. Et si les aides possibles au niveau de la région, de l'État ou de la commune ne sont pas suffisantes, le groupe a un fonds et finance
Donc ça peut être le financement d'études supérieures pour les enfants de nos salariés, ça peut être, donc ça c'est le système des bourses d'études, ça peut être aider pour trouver un logement, payer les 2 premiers mois de caution au moment du logement. Donc on a un fonds de solidarité dédié à nos salariés qu'on gère avec l'appui de ces assistantes sociales. Donc voilà, ça c'est l'illustration. En général, quand on a une valeur qu'on met en avant dans le groupe, derrière il y a un programme très concret avec des chiffres, avec une personne qui dirige le truc. Enfin voilà, c'est toujours très, très appliqué, très concret. Quand on parle futur, grande décision dans une grosse entreprise comme Ortec, la petite dirigeante que je suis se demande mais comment projeter les bonnes décisions pour l'avenir et pour l'entreprise. Comment ça fonctionne le processus de décision quand on est responsable RSE d'un gros groupe? À quel moment vous vous dites je mise? En plus, vous nous expliquez très justement que c'est un coût et pas aujourd'hui, c'est un investissement et donc on vous regarde, on vous attend au virage, j'imagine, monsieur Oui, bien sûr. Comment vous faites accompagner pour être sûr que vous prenez les bonnes décisions pour le futur de cette société? D'abord, on n'est jamais sûr à 100% de prendre la bonne décision. On minimise le risque toujours. On refuse les modes. On refuse les modes, c'est ça ? Refuse les modes, oui. D'accord, jamais se laisser influencer par... parce qu'en ce moment, tout le monde dit que... non, ça, c'est pas possible. On a un conseil d'administration aussi qui nous aide, et on y a créé d'ailleurs un comité RSE, qui nous aide à prendre du recul, avec des gens très expérimentés qui arrivent de grands groupes industriels, qui nous aident à prendre du recul sur certains sujets, avec du benchmark. Donc chaque décision est pesée, et c'est toujours très pragmatique. Ça va coûter combien? Ça va nous aider en quoi? Il y a rarement de grandes hypothèses, c'est toujours très très pratique, appliqué. Il faut que ça se ressente sur le terrain. Ça n'est mis en œuvre que si ça profite au plus grand nombre. Enfin voilà, on a quelques principes comme ça. Il faut que ce soit 100% éthique, c'est-à-dire pas de compromission, il faut qu'on soit sûr de ça. Donc à chaque fois, on a des sujets très, une analyse de décision très pragmatique et une analyse de risque. D'accord. On n'est pas dans un groupe qui va faire des coups en prenant de grands risques. On est plutôt sur de la croissance raisonnable et ça se traduit aussi dans notre plan RSE. C'est très pragmatique. Par exemple, on a des engagements en termes de réduction carbone. On ne s'est pas encore engagé sur des plans de compensation parce qu'on n'est pas sûr que les actions de compensation qui sont aujourd'hui proposées aux entreprises soient réellement fiables sur le long terme. Donc on travaille d'abord sur les sujets pragmatiques à notre main. Donc c'est plutôt le pragmatisme. D'accord. Quelle est la relation que vous avez avec les grands industriels français pour justement, j'ai envie de dire, créer un think tank sur ces sujets-là, pour que le déploiement d'une politique RSE soit accompagné et soit le moins cher possible parce qu'elle est de grande envergure en partenariat avec d'autres industriels? Il y a cette intelligence, j'ai envie de dire, et cette possibilité d'un travail commun? Alors, tous les 3-4 ans, on reçoit au sein du groupe de très grands industriels dans une manifestation qu'on appelle le Forum Ortec pour décider pour échanger sur les grands enjeux qui touchent l'industrie. Qui est bientôt, je crois, non? On en a un l'année prochaine, ouais. Et puis sur la thématique RSE, on reçoit là pour le coup la semaine prochaine, vraiment on a le Forum Ortec pour la planète où là aussi on va recevoir une centaine de nos clients et on va échanger sur 7 thématiques qui ne sont pas exactement celles que vous avez citées, mais 7 thématiques autour de l'environnement. Et ils vont nous dire quelles sont leurs difficultés, quels sont les services qu'ils attendent d'un groupe de services comme le nôtre, comment ils traitent leurs fournisseurs, comment ils intègrent ces différents enjeux RSE dans leurs appels d'offres, qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de prix, est-ce que ça va être un critère de choix. Donc tous ces sujets-là, on va les partager effectivement avec nos clients parce que en général, on est avec nos salariés dans une relation de long terme, vous l'avez dit, on reste longtemps chez Ortec, mais on est aussi comme ça avec nos clients. On a beaucoup de clients avec lesquels on collabore depuis de très nombreuses années, donc on a pu monter une certaine confiance dans le temps. Et donc on échange sur ces enjeux pour voir dans quelle mesure on peut offrir des solutions, mais on peut aussi les aider dans leur réflexion en interne. Ce que j'entends quand même sur la globalité de tous ces échanges, c'est que quand on est chez Ortec, on y reste longtemps, mais que vous êtes constamment en politique de recrutement. Oui. Est-ce que vous voulez lancer, alors vous n'êtes pas des RH, j'entends bien, mais est-ce que vous avez une petite annonce à passer et à en profiter? Oui, bien sûr.
S'il y a des gens qui tous les matins ne veulent pas se poser la question de pourquoi ils se lèvent quand ils vont au boulot, il faut qu'ils viennent chez Ortec, ils auront la réponse. Comme ça, le sujet il sera très, très clair. En venant chez Ortec, on sait pourquoi on se lève le matin. Dans un parcours, dans une carrière, quand on devient directeur RSE, ça change quelque chose quand on se lève le matin, justement? Ouais, ça change. Donc moi, j'ai été sur des fonctions d'exploitation, de direction d'agence, de filiale jusqu'à il y a 3 ans. Donc ça change parce qu'il faut apprendre un nouveau boulot. Mais sur tous ces sujets transverses importants, c'est toujours en général des anciens de l'exploitation qui prennent ces jobs-là chez Ortec. Donc ça change parce qu'il faut apprendre des choses nouvelles. Par contre, c'est super parce que on voit qu'on mène des projets qui vraiment génèrent de l'enthousiasme. C'est-à-dire quand on arrive dans les équipes, quand on va dans les agences en France, à l'international, c'est un des beaux projets transverses qui génère de l'enthousiasme dans les équipes et ça, c'est vraiment sympa de se lever le matin en se disant je vais bosser un truc qui fait bouger tout le monde et pour lequel tout le monde est moteur. Vous avez peut-être moins de popularité avec le DAF quand vous arrivez avec vos demandes de financement des projets RSE, mais ça, c'est encore autre chose. Pas tout à fait, parce que le DAF, il cherche des financements et nos financiers sont sensibles quand même de plus en plus à ces aspects RSE. Donc, on a une collaboration, y compris avec le DAF, un super DAF, qui marche plutôt bien. Donc, alors, c'est vrai que bien sûr, ça demande des fonds, mais on n'a pas de frein énorme de ce côté-là. Et puis, je pense que tout le monde est conscient de toute façon que la performance du groupe aujourd'hui, elle est financière, mais elle est aussi extra-financière. On est sur une performance globale. Et ça, c'est en train d'infuser de partout dans la boîte. Tout le monde est en train de prendre conscience que la performance, elle peut être que globale. Elle doit être financière et extra-financière, sinon elle ne dure pas. On sent que le sujet de la RSE est au cœur de toutes les entreprises et des préoccupations. Est-ce que vous avez rencontré des vrais freins sur des projets que vous avez portés et que vous gardez comme un caillou dans votre chaussure en vous disant mais quel regret de ne pas avoir pu porter cette transition énergétique ou ce frein pour des raisons réglementaires, administratives, ou juste que la société n'était pas prête à accueillir ce changement? Est-ce que ça existe ça dans vos regrets, dans votre tiroir? On a quelques sujets un peu compliqués. On a des sujets autour du traitement des déchets où là on sent que et le mode de comptabilisation et les possibilités sont encore à évoluer. Mais vous avez vu, on peut utiliser de plus en plus l'eau pour de nouveaux usages. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On voudrait que ça aille plus vite. Mais bon, je pense que ça va avancer quand même globalement. Ouais. Je suis assez optimiste. Alors, on va rester dans cet optimisme. Si vous avez une baguette magique, quel sujet souhaiteriez-vous porter à bout de bras pour qu'il puisse être dans notre quotidien dès demain? Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ces enjeux RSE, on ait la baguette magique pour que tout le monde les comprenne facilement. Compter les euros, c'est facile. Donc la performance financière, c'est facile à mesurer. La performance extra-financière, on n'a pas trouvé la baguette magique pour mesurer ça de manière facile, compréhensible, intelligible, pour que tout le monde comprenne l'enjeu. Ce que j'aimerais, c'est un truc c'est la lumière dans la nuit, la torche magique, qui puisse montrer le chemin à tout le monde et que tout le monde se dise, oui, c'est évident, c'est par là. Et c'est un frein de communication? Ou ce sont des œillères? C'est ne pas avoir envie de savoir, d'y aller? Oui, je pense qu'il y a des freins de communication, il y a des freins de formation aussi, c'est-à-dire de compréhension des enjeux. Le chemin sera long. On a vu tout ce qui s'est fait en termes de sécurité dans l'industrie. Ça a pris des années. Mais si on ne lâche pas le morceau, à la fin, ça devient un réflexe. Comme tout un chacun, au bout d'un moment, ça devient un réflexe de mettre sa ceinture dans la voiture, de mettre son casque, parce que c'est rentré dans les mœurs, parce qu'on a compris les messages. Parce que la baguette magique, ça serait que ça aille plus vite. Voilà. On aimerait tous que ça aille beaucoup plus vite. Ça reboucle complètement avec ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, c'est toujours être en mouvement, passer à l'action. Et seriez-vous un homme impatient, Monsieur Malozon? Merci infiniment. Merci.